Merci beaucoup Aïda pour ton introduction. Et merci à vous tous d'être si nombreux présents malgré la grippe qui règne. Et qui règne encore un petit peu chez moi, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors effectivement, la dernière fois que je suis venue, Aïda l'a rappelé, je vous avais parlé du cinéaste Atom Egoyan, je vous avais parlé surtout de la question de la mémoire et de la transmission dans son travail. Alors vous allez me dire quel est le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, Aïda l'a déjà un petit peu annoncé, j'avais déjà, d'une certaine façon, utilisé la métaphore du textile, puisque quand on parle de transmission, on parle de filiation, on parle de fil, on parle de lien, on parle de tissage. Et effectivement, le tissage est un terme que j'aime utiliser quand on parle des pratiques mémorielles. Alors aussi, en travaillant sur le cinéma arménien, je m'étais rendu compte que pour essayer de comprendre ce cinéma, qui est un cinéma à la fois très ciblé, complexe et en même temps varié, je me suis rendu compte effectivement que le textile était un outil très précieux pour essayer de comprendre ce cinéma. Et je vous en parlerai très très brièvement, trop brièvement peut-être, mais en tout cas un petit peu aujourd'hui à la fin de mon exposé. Alors c'est évidemment un très vaste sujet, hein, le cinéma, mode et mémoire, ça recouvre beaucoup de choses. Donc mon exposé aujourd'hui aura quelque chose de très introductif. Je voudrais quand même vous dire que ce sera l'objet d'un prochain livre, voilà, et que c'est donc une de mes occupations principales pour le moment. Il faut aussi que je précise qu'effectivement, lors des Mardis de la philosophie, j'avais déjà commencé à travailler sur ce sujet et que ça a été un contexte extrêmement propice pour moi pour développer toutes ces idées. Alors, on va commencer par dire quelque chose que vous avez tous constaté, c'est que la mode est partout. Hein, je crois qu'on peut facilement l'observer. Elle est partout à la télévision. Elle est évidemment objet de consommation. Elle est de plus en plus présente dans les musées. Il est très difficile aujourd'hui de visiter des musées sans avoir dans la programmation quelque chose qui est lié à la mode ou au textile. Elle est évidemment très présente dans les réseaux sociaux et il y a aussi de nombreux films qui évoquent la mode, le costume, le textile, etc. Et en plus, il va sans dire que le vêtement, puisqu'évidemment le vêtement c'est le terme commun à la mode et au costume, est un élément principal et central de notre quotidien. Il est donc toujours avec nous. Et en même temps, c'est un élément qu'on ne questionne pas beaucoup. Et c'est un petit peu ça que j'essaye de faire. Alors, quand on pense aux vêtements au cinéma, on pense, d'abord, je pense, à ce qui habille littéralement le personnage. Le vêtement, c'est le costume, qui est souvent perçu comme un accessoire indispensable de la caractérisation des personnages, de son identité, de sa psychologie. Cela dit, ce que moi j'essaye de faire, c'est d'étendre cette idée et c'est d'approfondir un peu le motif du vêtement au cinéma. Et donc ce que j'essaye de proposer, et je vous en donnerai un tout petit échantillon aujourd'hui, c'est en fait de lire les films, de lire le cinéma de façon générale à travers le prisme du textile, à travers le prisme du vêtement. Donc comment le vêtement habille un film dans son ensemble et au-delà de ce qu'on nomme évidemment le film de costume, qui est évidemment un genre dans lequel le vêtement est omniprésent. Ce que je voudrais aussi faire, c'est vous montrer que la mode, le vêtement, le costume, évidemment, il faudrait préciser tous ces termes, mais pour le moment, je les considère ensemble, que, en fait, la mode dans le cinéma n'est pas que présentée pour exposer le vêtement, mais qu'en fait, il y a des traits communs à la mode et au cinéma. Et que donc, il y a une dynamique commune entre la mode et le cinéma. Et dans ce sens, donc, le cinéma n'est pas qu'un outil pour présenter la mode. Et je dirais même qu'il y a un rapport ontologique entre la mode et le cinéma. Il y a une dynamique commune depuis l'invention du cinéma. Donc, considérer la mode et le cinéma ensemble, j'espère vous le montrer en tout cas aujourd'hui, c'est comprendre ensemble l'histoire et la théorie de chacun. Donc, j'estime que quand on pense la mode par le cinéma, on peut mieux comprendre la mode, mais on peut aussi mieux comprendre le cinéma. Alors, évidemment, quand je dis il faut étendre cet élément, qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui.
Je proposerais donc de considérer la mode comme un élément qui va au-delà donc de sa présentation, au-delà de ce qu'on peut simplement voir. Et par exemple, on pourrait considérer le textile comme un style visuel cinématographique particulier. Donc ce n'est pas que la présentation de la mode, mais la mode aussi est une esthétique qui s'apparente à l'esthétique cinématographique. Donc si je résume tout ça pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le filmique se manifeste dans la mode et comment la mode se manifeste dans le filmique. Et donc essayer de voir quelles sont leurs dynamiques communes et les parallèles et les analogies entre les deux. Alors commençons par des observations qu'on peut tous faire, des choses plutôt évidentes. La première chose, c'est évidemment de considérer tous les films qui traitent de la mode. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout depuis une petite dizaine d'années. Alors le premier film de fiction, en tout cas, qui a enclenché un petit peu cette réflexion, qui est un peu plus âgé qu'une dizaine d'années, ceci dit, c'est le film Prêt-à-porter de Robert Altman, de 1994, qui je pense est un film que beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler. Mais il y a aussi évidemment des films plus populaires, des comédies. Un exemple très connu, c'est Le diable s'habille en Prada. Et puis aussi, évidemment, des films tout récents. Il suffit de voir les 2 films récents sur Yves Saint Laurent pour le moment. Une année avant, c'était 2 films sur Chanel. Et sans oublier les séries télévisées, qui est aussi un avatar du cinéma, bien sûr. Les séries télévisées qui mettent en avant la mode de façon très marquée. Un exemple très révélateur, c'est la série Sex and the City, qui a été un élément enclencheur. Alors, ce qui prouve bien sûr, que la mode est partout. Alors, il faut aussi, bien sûr, noter les documentaires. Il y a eu énormément de documentaires sur la mode depuis 5-6 ans. Beaucoup de biopics, beaucoup de documentaires qui donc présentaient le travail de création de nombreux donc, designers. Donc voilà, ça c'est première observation, un premier lien entre cinéma et mode. C'est la mode comme un objet thématique du cinéma. Alors un autre lien qu'on peut faire, ce sont les acteurs et les actrices comme icônes de mode. Donc là on touche à un autre aspect du cinéma qui est la culture fan, la célébrité et le principe d'identification. Donc autrement dit, comment le cinéma inspire la mode. Alors, ça peut se voir, il y a des milliers d'exemples, je vous en donne juste là un des premiers qui m'était venu à l'esprit, c'est quand la maison Hermès nomme ses sacs Kelly et Birkin, ce sont évidemment des références à des icônes du cinéma, enfin des icônes du show business en tout cas, et de la mode. Mais il suffit de voir aussi, par exemple, si vous feuilletez des magazines de mode, les campagnes publicitaires pour Dolce & Gabbana qui font très nettement référence aux films de mafiosi, aux films de gangsters italiens et aux comédies italiennes des années 60. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le rôle d'une actrice est d'être une muse pour le cinéaste, eh bien, on peut dire aussi que l'actrice peut être une muse pour le créateur de mode. Et à cela, on peut ajouter le fait que beaucoup de films ont mis en avant des styles singuliers. Donc on crée des styles de mode qui après sont devenus des styles plus populaires. Si vous pensez, en parlant de cinéma italien, à la Dolce Vita, on peut peut-être penser au style vestimentaire très spécifique de Marcello Mastroianni. Si vous pensez au film de Black Edwards avec Audrey Hepburn, c'est bien sûr Hubert de Givenchy à qui on pense. Annie Hall de Woody Allen, ce sont les costumes qu'avait fait Ralph Lauren à l'époque. Et Annie Hall est devenue aussi un prototype important dans la mode. Bonnie and Clyde avec le style rétro, etc. La liste est évidemment très longue, mais là on voit un lien très net, très étroit entre la mode et le cinéma. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et là je vous recommande la lecture d'un livre du philosophe et sociologue Gilles Lipovetsky, qui a en fait écrit sur la célébrité dans la mode et dans le cinéma, et qui nous rappelle très justement qu'en fait, l'icône de mode n'est pas quelque chose qui est simplement du monde contemporain. Aujourd'hui, ça nous semble être une évidence, presque une banalité de le dire, mais c'est quelque chose qui existait déjà au début du XXe siècle. Donc le lien par l'actrice, par la star, entre la mode et le cinéma, a en fait
toujours existé, parce que finalement, la star et la mode partagent les mêmes valeurs. Lipovetsky le montre très bien. La sacralisation de l'individualité, le plaisir visuel, la machine à rêver, la glorification de l'artifice, etc., etc. Donc bien sûr, les stars sont des personnalités qui ont élaboré des styles vestimentaires. Greta Garbo, Marilyn Monroe, une fois encore, la liste est longue. Donc habituellement, on peut dire que le vêtement crée un personnage et habille l'acteur. Autrement dit, le vêtement, en fait, le costume, est ce qui lie l'acteur et le personnage. Ça, c'est aussi une observation qu'on peut faire. Alors, je voudrais aussi, je disais Ralph Lauren pour Annie Hall. En effet, il y a aussi, il faut le dire, de nombreux designers qui ont créé des costumes pour le cinéma. Je cite juste, par exemple, Yamamoto pour les films de Kitano, le cinéaste japonais, ou Armani pour le fameux film American Gigolo, par exemple, qui était la première fois qu'Armani collaborait pour le cinéma. Alors, je voudrais faire aussi une petite note sur le costume et la fonction du costume au cinéma. Alors, évidemment, on sait que le vêtement au cinéma s'appelle le costume, mais le costume, c'est en fait le vêtement dans les arts du spectacle, donc évidemment au théâtre, à l'opéra ou dans la danse. Au départ, le vêtement au cinéma, ou dans les arts du spectacle, on pourrait dire, est en fait supposé représenter la période temporelle du film, du récit du film. Donc très souvent, quand on pense au costume, en tout cas, surtout dans le cas du cinéma, on pense à la reconstitution du passé. On pense rarement costume et époque contemporaine. D'ailleurs, si vous regardez la cérémonie des Césars et des Oscars, lorsqu'on donne des prix pour le costume, c'est souvent lié à des films qui n'ont pas lieu aujourd'hui. Donc il y a toujours cette idée de costume lié au passé. Et très souvent, il s'agit, ou alors des films de science-fiction, en fait, je devrais dire aussi, finalement. Mais ce qui frappe toujours, c'est évidemment des costumes qui sont très marqués, très flamboyants. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une autre chose sur laquelle j'aime appuyer, c'est que la distinction entre le costume et la mode semble disparaître de plus en plus. Des très bons exemples, enfin en tout cas un film qui est très révélateur de ça, de cette porosité entre le costume et la mode, c'est le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, où on ne sait plus très bien si on est dans le biopic de l'histoire de Marie-Antoinette ou dans un film publicitaire pour une maison de mode contemporaine. D'autres exemples beaucoup plus récents, la nouvelle version d'Anna Karénine, j'oublie chaque fois son nom, de Baz Luhrmann, c'est Chanel qui s'est occupé de tous les accessoires de l'actrice principale. Et là aussi, on ne sait plus très bien si on est dans un spot publicitaire pour Chanel ou si on est véritablement dans l'époque d'Anna Karénine. Autre exemple, c'est la nouvelle version de Gatsby le Magnifique, où Miuccia Prada, la célèbre styliste italienne, a collaboré au costume. Alors évidemment, version très différente de celle des années 70 avec Robert Redford. Alors, tout ça nous rappelle que finalement, les costumes, s'ils sont censés représenter l'époque dans laquelle, l'époque du récit filmique, en fait, ils sont souvent utilisés pour nous donner une ambiance émotionnelle plutôt, pas tellement reproduire les costumes comme ils étaient à l'époque, même si évidemment il y a un gros travail de reconstitution, mais c'est une imagerie mode qui crée des états émotionnels dans le film. Et Marie-Antoinette est à ce sujet un très bon exemple. Alors ces films aussi, donc ces films contemporains qui utilisent des costumes liés au passé, en fait proposent des temporalités éclatées où on est beaucoup plus dans la sensation de l'histoire, dans l'expérience de l'histoire, que dans la reconstitution pure et nette de l'époque historique. Donc on n'est pas dans la justesse de cette temporalité qui serait représentée par le costume, mais on est véritablement dans l'expérience elle-même. Alors, résumons maintenant les fonctions. Ici, je distingue 3 fonctions principales au costume dans le cinéma. La première chose, je l'ai indiqué dès le départ, la caractérisation des personnages. D'ailleurs, ceci implique aussi la caractérisation d'un genre filmique. Si vous pensez au western, vous pensez probablement au chapeau. Donc souvent, des éléments accessoires vont se greffer sur un genre.
Quand on pense au costume au cinéma, on pense aussi au réalisme. Le costume est censé donner la cohérence générale du film. On est dans un souci d'authenticité, même si je viens de le dire, ce souci d'authenticité semble disparaître peu à peu. Et puis aussi, on est dans une source, le costume est une grande source d'information. Alors, pas simplement une information sur l'époque représentée dans le film, mais sur la production. Si vous comparez Gatsby le Magnifique, la version des années 70, et la nouvelle version, en fait, ce n'est pas tellement l'époque de Gatsby au début du XXe siècle qui est représentée, mais l'époque de production, c'est-à-dire comment les costumes sont conçus eux-mêmes dans les années 70 et dans notre époque, en fait. Par contre, ce que je voudrais quand même dire, c'est que si on se limite à ces trois éléments, on restreint un petit peu la possibilité de penser le costume dans toute sa pluralité. Donc je voudrais évidemment étendre ce que je viens de dire. Donc, je voudrais revenir sur cette idée que penser le cinéma à travers le vêtement, c'est comprendre les modes propres au cinéma. Et donc, je voudrais poursuivre un petit peu les liens entre cinéma et mode. Alors, quelques rappels historiques d'abord. Oui, la première chose qu'il faut quand même dire, j'ai oublié de le dire, c'est que la mode et le cinéma, en tout cas en termes d'industrie, ce qu'on appelle l'industrie du cinéma et l'industrie de la mode, sont nés pratiquement au même moment. Donc il y a une contemporanéité déjà entre le cinéma et la mode. On le sait, l'invention du cinéma, c'est 1895, c'est la fin du XXe siècle. Cette date coïncide aussi, par ailleurs, avec les tout premiers défilés. Les fameux fashion shows à Londres et à Paris ont aussi lieu à la fin du XIXe siècle. Donc là, déjà, il y a un lien qui n'est évidemment pas anodin. Ce qui est intéressant aussi à noter, et ça, l'historienne Caroline Evans l'a fait, c'est qu'en fait, autant le cinéma et le défilé, fin du 19e, début du 20e, démontraient une fascination pour la femme et pour le mouvement. C'est-à-dire que le cinéma permettait de fétichiser la femme, mais aussi de passer au mouvement, de passer de la photographie au cinéma. Et le défilé, c'était pareil. Le défilé permettait de sortir le vêtement de son atelier ou du mannequin immobile, et donc de passer au mouvement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le mouvement, la question du mouvement, au point de vue technologique, est véritablement une préoccupation de la modernité, du début du XXe siècle. Pas simplement dans le cinéma et la mode, mais aussi dans l'urbanisation et dans toute autre série d'inventions technologiques. Alors, le médium filmique a très vite intéressé les créateurs. Alors, un créateur incontournable dans l'histoire de la mode au début du XXe siècle, c'est Paul Poiret. Paul Poiret, qui très vite a voulu passer de la photographie au cinéma, qui a compris que le cinéma allait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à remplacer nettement la photographie de mode. Enfin, remplacer, en tout cas, poursuivi l'ambition de la photographie de mode. Alors, un autre élément aussi, c'est que qui peut nous permettre de comprendre le lien entre cinéma et mode d'un point de vue historique, c'est le fait que dans le cinéma des premiers temps, on peut presque faire un parallèle entre la création du textile et la création du cinéma. En fait, les images filmiques étaient fabriquées, montées, comme si elles étaient du textile. Le film était presque réalisé comme une forme de couture, puisqu'en fait, au début, on n'avait pas évidemment ces tables de montage très sophistiquées, ni évidemment la culture digitale, mais les films étaient littéralement montés à la main. C'est-à-dire que c'était les femmes qui cousaient d'une certaine manière la pellicule. Et en fait, c'est très intéressant parce que si vous regardez des images du début du XXe siècle sur ces ateliers de cinéma, on a l'impression qu'on voit des images d'ateliers de confection. Donc il y a déjà là aussi un parallèle entre la confection du film et la confection d'un vêtement. Alors, je voudrais maintenant faire une autre série de parallèles plus théoriques entre mode et cinéma. La mode et le cinéma, on le sait, ils ont tous les deux leur propre logique, leur propre système de signes, leur propre vocabulaire, leur propre tradition. Mais tous les deux, qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente ou pas, en fait, structurent notre façon de voir les choses, notre façon de communiquer, notre façon de nous exprimer. Le cinéma
est un objet extrêmement important dans notre monde contemporain, dans notre culture visuelle, la mode aussi. Donc là, il y a déjà un parallèle sur l'importance de ces deux champs dans notre monde social contemporain. Il y a, on peut dire, presque un inconscient collectif cinématographique. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un inconscient collectif vestimentaire, costumier, mode, textile, etc. Donc, tous les deux, puissants moyens d'expression et de communication. Alors, lié à ça, autant la mode et le cinéma sont des objets de la société de l'image. On est véritablement dans la société de l'image, certains parlent de la société de l'écran, et donc autant la mode et le cinéma reposent sur des logiques spectaculaires et artificialistes. On est vraiment dans l'époque du spectacle, plus que jamais. La mode et le cinéma contribuent à cette époque, si vous voulez. Alors, autant la mode que le cinéma sont des cultures consuméristes, c'est une évidence. Et d'ailleurs, cet aspect consumériste est amplifié lorsque la mode et le cinéma travaillent ensemble. Tous les deux sont donc liés à des industries globales, efficaces, performantes. Il y a vraiment cette idée de show business qui travaille la mode et le cinéma. Alors, autre lien aussi lié à ce que je vous disais avec l'inconscient collectif, c'est autant la mode que le cinéma est lié à notre mémoire. C'est un index mémoriel. Le cinéma rentre dans nos mémoires, agit sur notre mémoire. Le vêtement, c'est pareil. Le cinéma, autant que la mode, est une source sur le passé, est une source d'informations sur le passé. On voit un film, on a accès à certaines informations. Le vêtement, c'est pareil. Le vêtement aussi peut nous permettre d'avoir certaines informations et comprendre mieux ses résonances dans le présent. Autre lien aussi entre le cinéma et la mode, c'est que tous les deux sont concernés par la composition plastique. On parle de cinématographie, mais évidemment, la mode aussi s'intéresse au volume, à la couleur, à la lumière. Donc il y a un souci esthétique aussi commun aux deux. Autre lien qu'on peut faire, c'est que autant, on le sait, le cinéma nous raconte des histoires, la mode aussi nous raconte des histoires. Et il y a des récits liés à la mode, il y a des récits liés aux vêtements, à commencer par les vôtres. Je pense que chacun d'entre vous a ses histoires textiles. La robe de mariage, le premier vêtement de son enfant, des vêtements qui ont compté dans vos histoires à vous, qui font partie de vos vies narratives. Autre lien entre mode et cinéma, c'est vu et être vu, évidemment. Autant la mode que le cinéma fonctionnent sur le dévoilement et l'exhibitionnisme, d'une certaine façon, bien sûr. Et donc à cela, l'idée de spectacle, de nouveau, de plaisir visuel et de fétichisme. Autre élément aussi que Caroline Evans a mis en avant, c'est la notion de mise en scène. On sait que la mise en scène est centrale au cinéma. On peut se demander si, dans les défilés aujourd'hui, il n'y a pas aussi une forme de mise en scène, non seulement par tous les trucages que les défilés utilisent aujourd'hui, mais par les allées-venues. C'est la métaphore du flashback et du flash-forward, du aller en avant, aller en arrière, qui est important aussi sur les podiums. Donc voilà, tout ça vous donne une idée de la relation dialogique que l'on peut considérer entre la mode et le cinéma. Alors, autre chose aussi que je peux vous proposer, c'est qu'on peut aussi lire le travail de certains cinéastes par le biais du vêtement. Alors, un exercice que j'aime beaucoup faire, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vous invite à le faire, c'est de relire tout Hitchcock par le vêtement, par l'accessoire et par la mode. Un très bon exemple, c'est Fenêtre sur cour, où le costume, le vêtement, le sac même, regardez le sac quand vous allez revoir le film, est un élément très important dans l'élaboration du film. Hitchcock est un très bon exemple, mais considérer l'œuvre, par exemple, d'Almodovar ou de Wong Kar-wai par le cinéma est aussi très productive. Et d'ailleurs, je parlais effectivement du sac dans le film d'Hitchcock, dans Fenêtre sur cour. Si vous avez vu un des derniers films de Woody Allen, Blue Jasmine, le sac est aussi très important dans l'élaboration du film.
Donc, il y a moyen de relire toute une série de films, et en tout cas une série d'œuvres par certains cinéastes, à travers ces éléments qui, a priori, ont l'air anodins, mais qui sont essentiels à toute la construction et toute l'esthétique de leur cinéma. Alors, moi, ce que je propose, c'est faire l'inverse. On pourrait aussi relire le travail des créateurs par le biais du cinéma. Par exemple, si vous vous intéressez à la maison de couture Givenchy, ben, je vous dirais, revoyez les films avec Audrey Hepburn ou les films de Black Edwards. Donc, on peut faire également l'inverse. Autre exemple, pas simplement par les films, le créateur anglais chypriote Hussein Chalayan est un créateur qui est assez connu pour avoir fait des défilés on va dire très peu classiques, dans lesquels il a intégré le médium filmique, que ce soit les effets spéciaux, des vidéos, des hologrammes, etc. Donc lui aussi, en fait, s'inspire du cinéma, évidemment dans ses formes plurielles, dans sa technologie, pour présenter ses propres créations. Et donc, là, on voit très clairement une dynamique, je pense, très nourrissante entre le travail d'un créateur, mais le travail d'un créateur, c'est autant le travail d'un cinéaste, finalement, qu'un designer de mode. Alors, avant de vous montrer, évidemment, je vais vous montrer des extraits, hein, je voudrais insister sur la variété des extraits que je vais vous montrer. Je vous ai cité beaucoup de films de fiction. Je ne vais pas spécialement vous montrer des longs métrages, puisque je considère le cinéma aussi dans sa pluralité de genres et de formats, c'est-à-dire pas simplement les films de fiction et les documentaires, mais aussi les courts-métrages, les films expérimentaux, les films publicitaires, etc., etc. Alors, je vais commencer par vous montrer un film publicitaire. Je pense que chacun d'entre vous, en tout cas si vous allez au cinéma et si vous regardez la télévision, vous avez certainement dû le voir. C'est le film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, en tout cas cinéaste français très connu, qui a fait en 2011 un film publicitaire pour la maison Dior, J'adore. Voilà, je vais vous le montrer dans presque son intégralité. To make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I checked the other if it's already been done. Undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Donc voilà, ici je crois que c'est assez évident, hein. On voit Charlize Theron avec d'autres figures iconiques du cinéma. Vous aurez tous reconnu évidemment Marlène Dietrich, Marilyn Monroe et Grace Kelly. Et en fait, ce film est possible grâce aux techniques du morphing, hein, qui est une technique, un type de trucage, hein, donc des effets spéciaux qui permettent de passer de la morphologie d'un visage à un autre. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film-là? Pour deux raisons. D'abord, c'est un hommage au cinéma. Donc la mode permet de faire cet hommage, mais aussi parce que ça touche au film publicitaire qui, je pense, est un genre de film qui, évidemment, est à l'intersection entre la mode et le cinéma. Et par ailleurs, je voudrais préciser que de nombreux cinéastes, et pas les moindres, je voudrais citer d'abord David Lynch, ont fait énormément de films pour des maisons de mode. David Lynch a travaillé pour Gucci, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Dior. D'ailleurs, un des plus récents qu'il a fait, avec Marion Cotillard pour le sac Dior, on a vraiment l'impression qu'on se retrouve dans un épisode de Twin Peaks. Donc en plus, ces films, peut-être pas avec Jean-Jacques Hano, mais en tout cas David Lynch arrive aussi à imposer sa patte en présentant ces
ces maisons de mode. Un autre exemple, c'est Baz Luhrmann. Baz Luhrmann qui a travaillé pour Chanel, ou Wes Anderson qui a travaillé pour Miu Miu. Et donc effectivement, on touche à cette distinction un peu poreuse entre le cinéma et le film publicitaire, mais évidemment, le film publicitaire reste un genre filmique. En parlant du morphing ici et des effets spéciaux, il faut aussi, bien sûr, aujourd'hui, considérer le cinéma dans l'ère du numérique. On le sait, hein, c'est une préoccupation majeure, mais la mode, c'est pareil. Et donc, l'effet du numérique sur la mode et le cinéma sont très comparables. Hein, le cinéma est dépendant, bien sûr, de la culture numérique, mais la mode aussi. Il suffit de voir, bien sûr, les fashion blogs qui ont complètement révolutionné la mode, ou tout simplement, si vous allez sur les sites des maisons de mode et des créateurs, il y a très rarement pas de film. Ils utilisent tous le médium filmique pour présenter leur création, que ce soit les grandes maisons de mode d'ailleurs, que les plus jeunes designers. Si on revient au début du XXe siècle, quand je vous disais que Paul Poiret avait pressenti déjà la puissance et la fonctionnalité du médium filmique, on voit en fait que cette préoccupation de présenter la mode par les innovations technologiques était déjà très présente. Et aujourd'hui, il y en a qui disent que le film en fait remplace la photographie en mode. Bon, voilà, c'est une question sur laquelle on peut débattre, mais c'est très clair dans le cadre du numérique. Hein. Dans le cadre de la culture digitale, on voit déjà que l'image filmique remplace peu à peu l'image photographique. Donc, voilà, hein, le numérique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais a profondément bouleversé autant la mode que le cinéma. Et un des liens entre les deux, c'est évidemment la publicité. Hein, Gilles Lipovetsky, pour revenir sur lui, a insisté sur le fait qu'en fait, la publicité et la mode n'auraient jamais fonctionné l'un sans l'autre. Hein. Il insiste sur l'artificialité qui est le propre même de la publicité, mais aussi le propre de la mode. Alors, en parlant de films publicitaires, en parlant de cinéastes et de maisons de mode, je vais vous montrer un autre film que personnellement j'aime beaucoup, qui est un film qui s'appelle A Therapy, de Roman Polanski, qui est un film qui a été commissionné par la maison Prada en 2012. Alors, à la différence de ce film-ci, qui est fait pour être visionné comme film publicitaire, ce film-là a été fait pour être visionné sur le site de Prada. Et donc, il y a déjà ici une intersection entre court-métrage, exercice de style et film publicitaire. Donc, je vous propose de regarder le film dans son intégralité. Il est assez court. Je reviens. Ouais. Ah oui, alors il n'y a pas de sous-titres, pardon, hein, c'est en anglais, c'est sans sous-titres. So, yes, last time you reminded me that if I had a dream, I must tell you about it. Well, last night I did have a dream. A nightmare, really. I was alone in a vast arena, all alone, and on the stage was a rock band, but I couldn't hear the music. Total silence. I was consumed by panic. What does it mean? Does it symbolize my loneliness? I'm a very lonely person. I think it's because I'm rich. And Daddy left me everything. I love my daddy. But his money was a curse. I mistrust everyone. That's why I'm lonely. Oh, men try to charm me, but I know they're only after my money. Oh, yes. Can't get the empty arena out of my mind, and the rock band playing, gyrating, swaying, but silently. You understand? Silently. Total awful
total silence. It's how I am. I exist in a cocoon of silence. Oh yes, I go out to parties. I meet people, famous and important people. I shop, Paris, London, Beijing, whatever. But I'm always alone. In a vast arena, silent and alone. Daddy was a wonderful man. But I think he too was lonely. My mother deserted us. He never remarried. Yes, he had women friends. Lots of them. Very handsome, very rich. Not all of the women were of the highest quality. Young, vulgar, fake tans, you know the type. Oh, Doctor, what does it mean? What does it all mean? Doctor? Donc voilà, ici évidemment avec une touche d'humour. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le vêtement griffé Prada, évidemment, est un élément central du récit, mais aussi de l'esthétique du film, de l'atmosphère et des personnages. Mais ce que ce film montre aussi, c'est le lien entre cinéma et publicité. Dans quel registre est-on lorsqu'on voit un tel film? Le lien entre costume et mode, évidemment, et la dimension haptique du vêtement dans le film. Alors, haptique, donc, c'est dimension de toucher sur laquelle je voudrais parler maintenant brièvement. Donc, le haptique qui est propre au vêtement, au textile, on touche le vêtement, on a un rapport haptique avec le vêtement, un rapport aussi donc avec les mains et le vêtement, ça fonctionne ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on lit ça au cinéma? Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut toucher le vêtement autrement par le biais du médium cinématographique, par le biais du cinéma? Alors, pour ça, je vais vous montrer un autre exemple tout à fait différent d'un créateur que vous connaissez peut-être pas, mais qui est pourtant très connu aux Pays-Bas. Je vais quand même écrire son nom, ça fait un peu scolaire, mais c'est Alexander Van Slob, qui est un créateur d'une petite cinquantaine d'années aux Pays-Bas, de la génération avant Victor and Rolf, qui en fait a fait des films aussi, mais pas spécialement des films publicitaires, puisqu'il a aussi une activité dans le cadre, je dirais dans un cadre plus artistique. Il a aussi fait des créations pour des musées. Et lors d'une des rétrospectives qui lui a été consacrée il y a quelques années au Central Museum à Utrecht aux Pays-Bas, certains films ont été montrés. Je vous propose de regarder le film et puis je vous en dirai un tout petit mot. Vous verrez qu'on est tout à fait dans un autre registre. Donc, ce film, qui est évidemment plus présenté comme une petite installation vidéo, c'est comme ça qu'il était présenté donc, dans l'espace muséal, évoque la tactilité et le haptique en joignant les différentes mains du textile. Donc, ce que ce film évoque, c'est évidemment la main du designer, la main de l'artisan, la personne qui a fabriqué le vêtement, et déjà, indirectement, la main de celle qui va porter et mettre le vêtement. Donc ici, à l'encontre des deux autres films,
la robe n'est pas objet de spectacle. Le côté tactile est en fait dans la réalisation de la mode, pas dans sa valeur d'attraction ou dans la façon, je dirais, unilatérale de la porter. Hein. Le tactile est dans le vêtement lui-même, et c'est ça que le film essaie de montrer. Donc le film n'est pas qu'un médium pour exposer, vendre dans toute sa séduction l'objet textile, mais pour dévoiler les facettes diverses, souvent invisibles, propres aux vêtements. Hein, donc on voit ici une approche tout à fait différente. Alors en liant ceci et la question du cinéma, le haptique, on sait que le vêtement, donc on est dans le toucher, je viens de le dire, mais ce que je propose aussi, c'est qu'avec le vêtement, on peut quelque part pressentir la présence de l'écran. Hein, pas simplement l'écran comme quelque chose de visible, mais peut-être l'écran de cinéma comme quelque chose qui serait palpable, comme un morceau de tissu. Et là, de nouveau, une petite analogie historique. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, l'écran sur lequel étaient projetées les images était en fait une toile de coton blanche. Donc déjà, dans le dispositif même du cinéma, le textile, l'écran, est en fait une surface textile. Et donc, dans mon travail, je ne vais pas élaborer ça aujourd'hui, j'essaie de faire des parallèles entre le toucher propre au cinéma et celui aux vêtements en insistant sur leur analogie à la fois évidemment historique, mais aussi plus théorique et esthétique. Alors, je vais encore dire quelques petites choses sur ce que j'avais annoncé tout au début, quelques petites notes sur le cinéma arménien. Je sais que certaines personnes ici avaient entendu qu'il y aurait quelque chose sur le cinéma arménien. Je vais dire quelque chose de très bref. Donc, peut-être trop bref, ou en tout cas trop schématique pour ceux qui sont familiarisés avec le cinéma de Parajanov. Hein. Parajanov qui est évidemment une icône du cinéma arménien. Donc, rappelons que Parajanov est un cinéaste arménien géorgien, dont les films les plus connus ont été réalisés à la fin des années 60. Alors, c'est une figure, je le disais, incontournable dans le cinéma arménien, mais aussi, je pense, dans le costume et les objets mode au cinéma. En effet, vous verrez, l'extrait que je vais vous montrer, j'espère, va vous le démontrer, remet en question en fait la fonction classique du costume. Alors, première chose à savoir sur Parajanov, c'est que au-delà de sa personne, qui est une personne très riche, très complexe, et un cinéma aussi très complexe, il commençait toujours à élaborer ses films à partir des costumes et des décors, jamais à partir du scénario. Donc il faisait vraiment l'inverse que beaucoup de cinéastes de l'époque faisaient. Pour lui, c'est véritablement le vêtement et tout ce qui est connexe au vêtement qui lui permettait d'élaborer une esthétique filmique particulière et très énigmatique en même temps. Alors, autre chose aussi qui l'intéressait beaucoup dans le vêtement, c'était la capacité, et ça, j'en ai pas encore parlé, la capacité du déguisement, bien sûr, hein, du cross-dressing, comme on dit en anglais, ou de la mascarade. Donc, pour lui, le vêtement permettait de jouer avec ça. Et par exemple, dans un de ses films les plus célèbres, l'actrice principale joue aussi un rôle masculin, chose qu'on ne peut évidemment presque pas voir grâce au maquillage, grâce aux éléments accessoires, grâce aux costumes. Autre chose intéressante à savoir avant que je vous montre un extrait, c'est que Parajanov lui-même, donc la personne de Parajanov, avait une passion démesurée pour tout ce qui était textile. Il était collectionneur de costumes, il était collectionneur d'objets mode, mais il faisait aussi des collages. Donc il avait une pratique artistique parallèle à son cinéma, en tout cas. En fait, dans les années 70, il a dû, pour des raisons complexes que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, arrêter de faire des films, et donc il a fait des collages. Et ces collages sont composés presque exclusivement d'éléments textiles, de dentelles, d'accessoires, de boutons, etc., etc. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il faisait des collages, de très beaux collages d'ailleurs, il faisait aussi des chapeaux et des poupées. Donc, il a créé une collection impressionnante de chapeaux et de poupées. Alors, l'extrait que je vais vous montrer provient d'un de ses films les plus célèbres. Il s'intitule Sayat Nova, de 1969, film qui a été renommé 2 ans après La couleur de la grenade. Juste un mot sur Sayat Nova.
Sayat-Nova, c'est le nom d'un poète arménien du XVIIIe siècle. Et en fait, le film est un biopic sous forme de tableau, parce qu'il faut savoir que le cinéma de Parajanov se caractérise par des tableaux. C'est un cinéma très immobile d'une certaine façon, très inspiré des arts plastiques d'ailleurs. Et autre élément que je voudrais juste vous dire avant de montrer l'extrait, c'est qu'en fait, Sayat-Nova, donc le poète Sanayan, était fils de tisserand. Donc déjà, la dimension du tissage était importante dans la vie de Sayat-Nova. Voilà, je vais vous montrer un extrait. Je suis désolée pour la mauvaise qualité de l'image. Alors, ce qui est absolument fascinant dans le cinéma de Parajanov, c'est que l'objet, enfin les objets en général, mais l'objet textile existe en soi. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement, il n'a pas un usage qui serait exclusivement décoratif, ornemental ou folklorique. Parce qu'il faut savoir aussi que, notamment ce film-là, c'est très clair, qu'il s'inspire beaucoup des contes et des légendes arméniennes. Donc évidemment, il y a une dimension folklorique, mais qui dépasse donc l'aspect purement décoratif. Ou le costume qui serait simplement une façon de psychologiser, entre guillemets, ces personnages. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est quand vous regardez les storyboards de Parajanov, on voit en fait que le costume et les accessoires sont extrêmement importants pour lui. Et donc, comme je l'ai dit, c'est comme si le costume, ou les objets mode, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, lui permet d'élaborer une grammaire personnelle, visuelle, et en même temps d'élaborer en fait un cinéma proprement arménien. Alors, je voudrais vous montrer un autre exemple d'une cinéaste, tout autre style de cinéma, plus récent, c'est la cinéaste canadienne d'origine arménienne Garineh Torossian, qui, elle, fait des films expérimentaux que l'on peut qualifier de collage, et qui, en fait, dans son premier film, qui s'appelle Girl from Ush, de 1993, rend hommage à Parajanov. Alors, vous allez le voir, et là, vraiment, je m'excuse pour la très mauvaise qualité de l'extrait. Vous allez voir que ces films ressemblent à un assemblage de tissus dans lesquels on retrouve des éléments iconographiques arméniens très typiques. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'un jour, elle a confessé que lorsqu'elle faisait ces films qui sont faits main, un petit peu comme dans le cinéma des premiers temps, en fait, elle s'est beaucoup inspirée de la façon dont les femmes dans sa propre famille tissaient ou brodaient en fait des morceaux de tissu ou réalisaient des tapisseries et des tapis. Donc on voit ici une résonance très claire entre la façon dont le film est agencé et la composition du textile.
Hein, donc les films sont conçus comme des textiles. Et là, on voit un très bon exemple d'un collage qui serait un habillement visuel. Alors, je vais vous montrer, donc, juste pour avoir une petite idée, hein, encore une fois, vous excusez, je vais laisser en petit parce que ça accentuera moins. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, les images sont des images d'archives, alors qu'on voit la pixelisation, mais c'est pas le but. Plus petit? Pardon, excusez-moi. Je sais tout seul. Donc c'était un film qui au départ fait 6 minutes. Hein. Donc, petite conclusion pour Parajanov et Torossian. On peut dire que c'est comme si les éléments textiles leur permettaient de dégager, de structurer un langage filmique arménien, puisqu'en fait c'est un peu ça le lien entre les deux. C'est ce que j'appelle une cosmétique des surfaces, et cette cosmétique des surfaces permet en effet de mettre en avant la spécificité arménienne au-delà d'éléments purement décorateurs et folkloriques. Voilà, alors ma petite conclusion pour aujourd'hui, qui reflète un peu le projet dans lequel je suis pour le moment, c'est cette conviction que j'ai que par le vêtement, en fait, au lieu de raccourcir ou de restreindre notre compréhension du cinéma, dans toute sa complexité digitale, esthétique et autres, on peut au contraire l'ouvrir, l'étendre et l'approfondir. Et qu'en pensant le cinéma et la mode, on peut en fait dégager à la fois les spécificités historiques et théoriques de chacun et aussi comprendre pourquoi le cinéma et tous ses avatars continuent de nous fasciner autant aujourd'hui. Voilà.